La Coupe du Monde 2026 est présentée comme le plus grand tournoi que le football ait jamais connu. Mais le prix est tout aussi massif. Les rapports évaluent le coût total à environ 13,9 milliards de dollars, et selon ce que vous comptez, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Alors, combien coûte vraiment ce tournoi? Suivons l'argent. La Coupe du Monde FIFA 2026 est la première à accueillir 48 équipes et la première à être accueillie conjointement par 3 pays. Cela seul devrait vous dire que quelque chose est différent cette fois. Plus d'équipes, plus de pays, plus de matchs, plus de tout. Et quand vous augmentez tout, la facture augmente avec. 104 matchs, 3 nations hôtes. Ce n'est pas un tournoi, c'est une opération logistique. L'ampleur d'une petite campagne militaire répartie sur un continent, et le prix reflète cela. Selon l'analyse d'impact socio-économique propre de la FIFA et de l'OMC de mars 2025, le chiffre des dépenses totales s'élève à 13,9 milliards de dollars, ventilés en dépenses touristiques, dépenses propres de la FIFA, coûts opérationnels des villes hôtes et investissements en capital. 4 robinets d'argent différents qui coulent simultanément. Maintenant, si vous avez entendu 13,9 milliards et pensé, cela semble beaucoup pour un tournoi de football, vous auriez raison. Mais aussi, le contexte compte. Car la dernière Coupe du Monde avant celle-ci a coûté un chiffre qui fait de 13,9 milliards de dollars, une somme presque retenue. Le Qatar a investi 220 milliards de dollars en 2022, construisant 7 nouvelles villes, 8 stades, un réseau de métro et un nouvel aéroport. Un pays, des villes entières construites de zéro pour un mois de football. Les coûts de construction de stades directs du Qatar seul ont atteint 7 milliards de dollars, tandis que les coûts de rénovation pour 2026 sont estimés à moins d'1 milliard de dollars, puisque la plupart des lieux aux États-Unis, au Canada et au Mexique existent déjà. Sur le papier, 2026 ressemble à une aubaine. Pas de nouvelles villes, pas de tout nouveau stade. Il suffit de brancher le tournoi sur une infrastructure qui existe déjà et de laisser le monde venir à vous. C'était le discours, c'était le plan. Et dans une certaine mesure, cela a fonctionné. Les coûts de construction sont véritablement et dramatiquement plus bas que ceux du Qatar. Mais la facture totale s'élève toujours à près de 14 milliards de dollars. Alors, où va tout cet argent? Ventilé par source. Les dépenses des touristes et des visiteurs comptent pour 6,2 milliards de dollars. C'est 45% du total. Les dépenses opérationnelles propres de la FIFA s'élèvent à 3,76 milliards de dollars. L'investissement gouvernemental et public ajoute 2 milliards de dollars supplémentaires. Le comité d'organisation compte pour 1 milliard de dollars. Et l'activation des sponsors d'entreprises complète le tout à 940 millions de dollars. Ce chiffre de dépenses touristiques, 6,2 milliards de dollars, est énorme. Et ce n'est pas de l'argent que la FIFA dépense. C'est de l'argent qui circule dans les économies des 3 nations hôtes. Alors que les fans achètent des billets d'avion, réservent des hôtels, mangent dans des restaurants et paient le tarif en vigueur pour un maillot à l'extérieur du stade. La FIFA prévoit qu'environ 5,5 millions de fans assisteront aux 104 matchs, ce qui dépasserait le record précédent de 3,6 millions établi en 1994. 5,5 millions de personnes se déplaçant dans 3 pays, dépensant de l'argent. C'est le fondement de l'argument économique pour expliquer pourquoi accueillir cela en vaut la peine. Compte tenu de la taille des marchés intérieurs dans les 3 nations hôtes, ainsi que de l'augmentation des frais de voyage et de certaines préoccupations concernant les politiques frontalières américaines, une grande part des spectateurs de la Coupe du Monde devraient être des fans locaux, voyageant souvent dans leur propre pays. Cela distingue le tournoi 2026 de la plupart des éditions précédentes, qui dépendaient davantage des spectateurs internationaux pour remplir les stades. Puisque les visiteurs internationaux ont tendance à dépenser plus que les spectateurs locaux, les dépenses des 2 groupes s'équilibreront probablement, apportant des contributions similaires aux dépenses totales. C'est l'espoir, en tout cas. Maintenant, voici ce qui rend cette image financière entière compliquée. L'argent n'est pas dépensé par une seule entité. Il est dépensé par de nombreux acteurs différents. La FIFA, les gouvernements, les villes, les sponsors, les fans, et pas tous ont signé le même accord. La FIFA capture une grande partie des revenus centraux, tandis que les villes hôtes et les gouvernements supportent souvent des coûts liés à la sécurité, au transport, à la préparation des stades, aux fan zones, aux services publics, à la planification d'urgence et à la logistique locale. Et cette tension entre qui collecte l'argent et qui paie la facture est vraiment le cœur de cette histoire, car le chiffre de 13,9 milliards de dollars semble très différent, selon le côté du bilan où vous vous trouvez. L'organisme directeur de la FIFA s'attend à ce que le revenu total pour le cycle commercial complet 2023-2026 atteigne environ 13 milliards de dollars, avec environ 8,9 milliards de dollars générés par le tournoi aux États-Unis, au Mexique et au Canada seul. Ainsi, la FIFA va essentiellement percevoir ce que coûte l'ensemble du tournoi et empocher la différence comme profit. C'est la mise en place. C'est la structure. Et plus vous tirez sur les fils, plus cela devient inconfortable. Le budget initial de la FIFA pour le cycle commercial 2023-2026 prévoyait des revenus de 11 milliards de dollars, déjà une augmentation significative par rapport au cycle précédent. Des estimations plus récentes placent maintenant le revenu total plus près de 13 milliards de dollars, avec environ 8,9 milliards de dollars attendus directement de la Coupe du Monde 2026. Laissez cela s'enfoncer. La FIFA a prévu 11 milliards de dollars, puis l'a augmenté à 13 milliards de dollars avant qu'un seul coup de sifflet n'ait été donné. C'est une machine qui a compris comment monétiser tout, du poste de commentaire au verre de bière, et elle fonctionne à pleine puissance en Amérique du Nord. Alors, sur quoi la FIFA dépense-t-elle réellement sa part? Selon l'analyse d'impact socio-économique propre de la FIFA, la ventilation ressemble à ceci. Les opérations prennent la plus grande part à 1,12 milliard. Les prix et les contributions s'élèvent à 1,02 milliard. Les services aux équipes représentent 813 millions de dollars. Les lieux et la compétition s'élèvent à 421 millions de dollars. Les communications et le marketing coûtent 302 millions de dollars. Et l'administration et les finances arrondissent à 86 millions de dollars. Cet élément des services aux équipes, 813 millions de dollars, couvre les hôtels, les vols, les installations d'entraînement, le personnel technique et la logistique pour chacune des 48 équipes nationales.
C'est vraiment énorme quand on y pense. Chaque équipe d'un pays qui n'a rien construit spécifiquement pour eux doit toujours être logée, transportée et nourrie sur un continent pour un tournoi d'1 mois. Mais, le côté des revenus est où les choses commencent vraiment à bouger. Les droits de télévision sont la source de revenus la plus importante et les droits médias américains seuls augmentent d'environ 94% par rapport à Qatar 2022. 94% en 4 ans. Ce n'est pas une croissance, c'est un changement d'étape. L'appétit pour le football en Amérique du Nord, particulièrement aux États-Unis, s'est traduit directement par une prime massive pour les radiodiffuseurs qui veulent être dans le coup. Les réseaux de télévision et les plateformes de streaming devraient payer plus de 4 milliards de dollars juste pour le droit de montrer les matchs. 4 milliards de dollars juste pour diffuser des jeux. Ce seul flux de revenus est à peu près ce que le Qatar a dépensé pour construire ses véritables stades. Les États-Unis sont à la fois l'hôte principal et le foyer de 14 des 26 commanditaires commerciaux de la FIFA, plus de la moitié. Donc, ce n'est pas seulement que les jeux se jouent sur le sol américain, les sponsors finançant toute l'opération sont en grande majorité des entreprises américaines. C'est la FIFA sous sa forme la plus concentrée commercialement. L'hospitalité et les ventes de billets sont projetées à un niveau budgétaire record de 3,097 milliards de dollars. 3 milliards de dollars provenant de personnes qui achètent leur entrée au stade et aux suites VIP. C'est le chiffre que la FIFA s'attend à extraire purement en mettant les gens dans les sièges. Et compte tenu de ce qui s'est passé avec les prix des billets, nous reviendrons à la façon dont il l'extrait. La FIFA a annoncé que la contribution financière de la Coupe du Monde 2026, le fonds de prix versé aux nations participantes, serait un record de 727 millions de dollars, une augmentation de 50% par rapport à Qatar 2022. La nation gagnante gagnera 50 millions de dollars. Donc, la générosité de la FIFA avec le fonds des prix est réelle, mais c'est une générosité financée par une machine de revenus qui génère près de 18 fois ce fonds de prix total en un seul cycle commercial. La FIFA s'attend à ce que 2027-2030 atteigne 14 milliards de dollars, stimulé par l'élan du tournoi 2026. L'organisation a déjà contracté 43% des droits de diffusion pour le prochain cycle avant même le début de 2026. Ce dernier détail est frappant. Avant le premier ballon de ce tournoi, la FIFA vendait déjà les droits au suivant, avant que les autres ne soient confirmés, avant que les équipes ne soient qualifiées, avant qu'un seul match ne soit joué. La machine n'attend pas les résultats, elle continue juste de vendre. Et ce que la FIFA vend principalement avec une agressivité croissante est l'accès. L'accès aux jeux, l'accès aux fenêtres de diffusion, l'accès aux espaces physiques. Et les entités qui fournissent ces espaces, les villes, les gouvernements, les contribuables, découvrent de plus en plus que leur bout du marché ressemble très différemment au bout de la FIFA. Il y a une phrase qui circule parmi les personnes impliquées dans l'accueil de ce tournoi. Alan Rothenberg, qui siège au comité hôte de Los Angeles et était président de la Fédération américaine de football, l'a dit directement: tout le monde a signé un accord qui était très unilatéral. C'est la voix de quelqu'un qui sait exactement quel genre d'accord a été conclu. Et les détails de cet accord ne deviennent pleinement visibles que maintenant, parce que le tournoi est réellement en cours et que les factures arrivent à échéance. Les villes ont dû accepter les exigences de la FIFA avant même que les États-Unis, le Mexique et le Canada ne soumettent leur candidature en 2017 pour accueillir la Coupe du Monde. Et beaucoup de ces contrats entre villes hôtes restent secrets, de sorte que les villes américaines se sont engagées envers des obligations financières inconnues comme condition préalable pour être simplement envisagées. Ils ont signé des chèques en blanc avec un hochement de tête et une poignée de main et une promesse de rendement économique. Le gouvernement fédéral américain a alloué 625 millions de dollars en subventions de sécurité réparties sur 11 villes hôtes. Les dépenses locales par ville sont estimées à environ 100 à 200 millions de dollars chacune, couvrant les améliorations des stades, la logistique des transports, la police et les services d'urgence. C'est chaque ville, pas le total. Entre 100 et 200 millions de dollars par ville pour 11 villes hôtes américaines, et cette allocation de sécurité fédérale par-dessus. Donc, quand vous commencez à l'additionner correctement, l'argent public américain versé dans ce tournoi atteint bien les milliards, répartis entre les niveaux fédéral, étatique et local d'une manière qui rend le chiffre total délibérément difficile à épingler. Un examen de ProPublica et du Houston Chronicle des contrats avec les villes hôtes a révélé que presque tous les coûts organisationnels incombent aux villes, tandis que leur capacité à collecter des revenus est limitée. Les contribuables américains apportent un investissement plus large de 625 millions de dollars, y compris 65 millions de dollars spécifiquement pour la sécurité de Houston. Et voici l'ironie cruelle au centre de cet arrangement. Les villes ne reçoivent aucun avantage tangible en retour. Elles ne reçoivent pas une part des revenus du jour du match provenant des ventes de billets, des concessions, des articles ou du stationnement. Même la vente de billets ou de suites en échange de parrainage d'entreprise, généralement un générateur de revenus clé pour les organisateurs locaux, a été restreinte par la FIFA cette année. Ainsi, la ville de Houston, par exemple, dépense 65 millions de dollars en sécurité seule, puis ne peut pas vendre une seule suite d'hospitalité à une compagnie pétrolière locale pour compenser ce coût. Cette voie est fermée. La FIFA contrôle l'inventaire commercial. La ville contrôle la facture. Toutes les villes hôtes, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphie, San Francisco et Seattle, ainsi que 2 au Canada et 3 au Mexique, ont signé des contrats dans lesquels elles supportaient la plupart des coûts avec un accès limité aux revenus du tournoi. L'objectif était que chaque ville fasse environ 25 à 30 millions de dollars via un total de 10 accords de soutien aux villes hôtes par ville. Mais la plupart des villes ne s'en approchent actuellement pas en raison de la restriction des propres parrainages de la FIFA. Le plan était censé fonctionner comme ceci. Les villes absorbent les coûts, puis se remboursent via un programme de parrainage commercial que la FIFA a conçu spécifiquement pour ce tournoi. Les villes vendraient des forfaits d'entreprises locales, amèneraient de l'argent local, compenser la facture, mais seulement 2 villes, Houston et Atlanta, ont jusqu'à présent bien performé dans ce programme, avec très peu d'autres annonçant des accords de soutien aux villes hôtes du tout. Il y a de la frustration, car les villes sentaient qu'il leur était indiqué que les partenaires principaux de la FIFA et les sponsors du tournoi investiraient dans les villes hôtes,
mais cela ne s'est jusqu'à présent pas concrétisé. La situation du Canada raconte une histoire similaire, juste libellée dans une devise différente. Le directeur parlementaire du budget du Canada estime le soutien gouvernemental total pour l'accueil à C0,066 milliards, y compris C473 millions du gouvernement fédéral et C593 millions d'autres niveaux de gouvernement. Puisque le Canada accueillera 13 matchs, cela représente environ C82 millions par match. La ville de Toronto s'est engagée à dépenser 380 millions de dollars pour ses frais d'accueil au niveau municipal, tandis que la province de la Colombie-Britannique avait l'intention de dépenser avant le budget 2025. Les dépenses du gouvernement fédéral incluaient une subvention initiale de 3,6 millions de dollars à Canada Soccer et 220 millions de dollars en subvention à Toronto et à la Colombie-Britannique pour aider aux tâches d'accueil au niveau municipal. Le budget 2025 et la mise à jour économique du printemps ont ensuite alloué 246 millions de dollars supplémentaires de financement pour fournir les services fédéraux essentiels pendant le tournoi. Ainsi, le gouvernement du Canada, fédéral, provincial et municipal, dépense bien plus d'1 milliard de dollars combinés pour 13 matchs. C'est le prix d'entrée pour accueillir une partie du plus grand événement sportif du monde. Les économistes soutiennent depuis longtemps que les estimations d'impact économique pour des événements comme celui-ci peuvent surestimer le bénéfice global, en négligeant les effets de déplacement. Les touristes réguliers peuvent éviter les villes hôtes surpeuplées. Les résidents peuvent modifier leurs dépenses plutôt que de les augmenter, et les gouvernements peuvent détourner les fonds publics d'autres priorités pour soutenir l'événement. Le Texas a une certaine expérience avec cette dynamique. Lorsque le Texas a consacré 22 millions de dollars pour accueillir le Super Bowl 2017, les responsables de l'État s'attendaient à un retour sur cet investissement. Mais une analyse d'État ultérieure a déclaré qu'il était impossible de dire si les contribuables avaient juste à peine atteint l'équilibre. Et si quelque chose, le Texas était en retard de 14 millions de dollars, selon une ventilation des revenus fiscaux dans cette analyse. Et pourtant, Houston et Dallas accueillent la Coupe du Monde maintenant, parce que la logique du prestige civique ne suit pas toujours la logique des feuilles de calcul. Si les villes hôtes sont pressées d'un côté, les fans sont pressés de l'autre, et le mécanisme qui les presse a un nom, la tarification dynamique. Pour la première fois, la FIFA a officiellement introduit la tarification dynamique pour ses ventes officielles de billets de la Coupe du Monde, ce qui signifie que les prix augmentent quand la demande augmente et baissent quand la demande ralentit. En théorie, cela semble raisonnable, basé sur le marché, efficace. En pratique, ça a été l'une des décisions les plus controversées que la FIFA ait prises en vue de ce tournoi. Certains billets ont fini par coûter jusqu'à 5 fois plus qu'ils ne le coûtaient à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. 5 fois, pas 5%. 5 fois le prix d'un match de poule dans un lieu que vous partagez avec 80 000 autres personnes pour une équipe qui pourrait ne pas s'en sortir du premier tour. Voici un exemple concret. La FIFA a initialement vendu les billets les plus chers de la finale à 6 730 $, déjà bien supérieur aux environ 1 600 $ pour les billets les plus chers de Qatar 2022. Par ces dernières fenêtres de vente commençant en avril, la même catégorie de billets coûtait 10 190 $. L'algorithme a continué à grimper et ne s'est pas arrêté là. Une chance de regarder le match final au MetLife Stadium pourrait coûter aux fans près de 33 000 $. Les sièges sur le marché de la revente touchant 2 000 $. 2 000 $ pour un siège à un match de football. Historiquement, la vente de billets représentait 10 à 15% du revenu total d'une Coupe du Monde, mais en 2026, la FIFA devrait empocher environ 3 000 Bien, bien, bien.
Ainsi, la FIFA a plus que doublé la part du revenu qu'elle extrait des personnes présentes physiquement pour regarder par rapport à ce qui a été normal pour cet événement tout au long de son histoire. En mai, la FIFA facturait un billet de niveau supérieur pour le match d'ouverture des hommes de l'équipe nationale américaine, au stade Sophie à Inglewood, en Californie. Et le site de revente propre de la FIFA facture alors à l'acheteur et au vendeur une surcharge supplémentaire de 15% par-dessus cela. Ainsi, vous payez la valeur nominale, puis vous payez une surcharge à la même organisation qui a fixé la valeur nominale. Et si le siège change de main plus d'une fois, la FIFA collecte cet honoraire à nouveau à chaque fois. Sur la place de la revente de la FIFA, les prix ont grimpé à 4 à 6 chiffres pour les consommateurs. La FIFA avait fixé ses billets les moins chers à 60$, mais au 1er juin, les billets de premier tour les moins chers disponibles sur la place officielle de la FIFA étaient cotés à 242 960$. Le billet de 60$ n'était pas un plancher, c'était une manchette. Le nombre de billets à 60$ pour chaque match était susceptible d'être dans les centaines plutôt que les milliers, selon la société de presse. Des centaines dans des stades pouvant en accueillir des dizaines de milliers. Ce n'est pas un large accès, c'est une loterie. Un groupe de fans de soccer basé en Europe a appelé la stratégie de la FIFA une trahison monumentale. Pour justifier ce modèle, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a pointé du doigt vers le robuste marché de la revente américaine. Puisque les billets sont susceptibles de se vendre au-dessus de la valeur nominale sur une plateforme secondaire, l'organisation essaie de correspondre à ces chiffres dans le prix de vente initial autant que possible. La tarification dynamique a augmenté les coûts en moyenne de 35% sur 95 des 104 matchs. Les prix initiaux des billets ont été fixés dans la plage de 148 680$, puis ont grimpé à mesure que l'algorithme évaluait la demande. Au lieu d'utiliser la stratégie pour gérer la capacité, la FIFA a fixé les prix des billets hauts dès le départ, en sachant que des millions de fans se battraient pour l'offre limitée. 500 millions de demandes ont été adressées pour les environ 6 à 7 millions de billets disponibles, mais avec un jour avant le coup d'envoi du tournoi, des dizaines de milliers de billets restaient à vendre sur le site officiel de la FIFA. La tarification n'a pas seulement aliéné les fans, elle a déclenché les gouvernements. Les procureurs généraux de New York et du New Jersey ont lancé une enquête contre la FIFA concernant les pratiques de billetterie. L'enquête examinera une gamme de problèmes, y compris les rapports de coûts de billets exorbitants. Les fans étant trompés sur l'emplacement de leur siège et les ventes de billets échelonnées conçues pour créer une demande gonflée afin que la FIFA puisse augmenter les prix. L'utilisation première de la tarification dynamique par la FIFA a poussé les annonces de revente du match final vers 2 millions de dollars et a déclenché cette enquête de l'État américain. 2 procureurs généraux enquêtant sur un organisme directeur de football sur les prix des sièges. C'est le type de turbulence que vous obtenez quand la machine de revenus cesse de se soucier de la capacité des fans à payer. Voici où les choses deviennent intéressantes, car malgré les prix, malgré le contre-coup, malgré les procureurs généraux, l'argent continue de circuler. La question est juste à qui ? L'approche de la FIFA envers la tarification dynamique pourrait se retourner contre elle. De nombreux billets restent invendus, et le choc des prix peut dissuader les voyageurs de faire le voyage. Ce risque de contre-coup est réel. Si les stades sont à moitié vides lors des phases de groupe, si les audiences télévisées regardent des sièges vides plutôt que l'atmosphère, l'image du tournoi en souffre, et c'est cette image que la FIFA vend aux radiodiffuseurs et aux sponsors pour le prochain cycle. Il existe une croyance généralisée selon laquelle la FIFA aurait pu faire davantage pour remédier à la situation des coûts pour les villes hôtes, compte tenu du fait que cela devrait être un record de Coupe du Monde en termes de revenus. L'expansion à 48 équipes devait déjà générer 11 milliards de dollars contre 7 milliards au Qatar. Et certaines sources estiment maintenant que cela pourrait atteindre jusqu'à 14 milliards de dollars. Donc la FIFA gagne plus que jamais auparavant. Les villes dépensent plus que prévu, les fans paient plus qu'ils n'ont jamais payé, et l'écart entre qui profite et qui absorbe la facture devient plus difficile à ignorer. La juxtaposition est difficile à ignorer. Les villes se battent pour déterminer qui paye pour les transports et la sécurité, tandis que la FIFA annonce de nouveaux accords de parrainage crypto qui génèrent présumablement des revenus importants pour l'organisation. La FIFA a nommé Kraken comme supporter officiel d'échange crypto pour le tournoi, un partenariat qui devrait inclure des marchés de prédiction et des fonctionnalités d'engagement des fans construites autour de jetons numériques, dont aucun n'est apparu à aucune Coupe du Monde précédente. De nouveaux flux de revenus à chaque tournoi, tandis que l'arrangement structurel avec les villes reste le même. La recherche de Natixis suggère que l'impact économique plus large de la Coupe du Monde 2026 pourrait être relativement modeste. Le Mexique peut voir un coût de PIB entre 0,1% et 0,2%, tandis que l'effet sur les États-Unis devrait être d'environ 0,5 points de pourcentage. 0,5 points de pourcentage pour la nation hôte du plus grand événement sportif de l'histoire humaine. C'est la réalité économique qui se cache sous le chiffre de titre. Les 6,2 milliards de dépenses touristiques ne disparaissent pas. C'est de l'argent réel qui circule dans les économies réelles, mais c'est diffus. Il se propage sur les hôtels, les restaurants et les compagnies de transport. Il ne revient pas dans les budgets des villes qui ont signé les chèques pour la sécurité et les améliorations des stades. La FIFA exige également que les villes hôtes lui fournissent des locaux de bureaux équipés d'équipements ultramodernes gratuitement. La FIFA justifie ses coûts élevés par la promesse de rendement économique, affirmant que les villes nord-américaines recevront un afflux énorme de touristes impatients de dépenser leur argent dans les hôtels, les restaurants et d'autres parties de l'économie locale. Les expériences d'autres pays sont moins convaincantes. Cette dernière ligne fait beaucoup de travail. Les expériences d'autres pays sont moins convaincantes. Brésil 2014, Russie 2018, Qatar 2022. Le tournoi arrive. Les caméras roulent, le monde regarde, et puis comptabilisation commence, et les chiffres ne s'additionnent rarement comme les projections pré-offre l'ont dit. Alors, combien coûte vraiment la Coupe du Monde 2026 ? Elle coûte 13,9 milliards de dollars selon la comptabilité propre de la FIFA. Elle coûte aux villes hôtes entre 100 et 200 millions de dollars chacune en dépenses opérationnelles seules. Elle coûte au gouvernement canadien plus d'1 milliard de dollars combinés. Elle coûte aux contribuables américains 625 millions de dollars.